Hello tout le monde! Allô! On est de retour avec le bébé qui Ouais. dort. Vous allez peut-être l'entendre respirer fort aujourd'hui. Ouais, mais on a Son réussi à visage est du côté l'endormir. du micro. Ouais, à suivre. Mais donc, j'ai fini qu'il va dormir tout le long. On y croit. On y croit. Donc, justement, le sujet l'implique beaucoup. Ouais, c'est très à propos en ce moment. C'est le portage. Yes! Avant l'accouchement, avant la naissance du bébé, on avait émis l'intention de vivre sans poussette. En fait, on a questionné toutes sortes d'objets de notre quotidien, puis on s'est dit, la poussette, qu'est-ce qui arrive si on vit sans poussette? Ouais, parce que quand un enfant arrive dans notre vie, ben, il y a comme une panoplie d'objets qui sont proposés. Puis nous, on s'est dit, on a questionné ces objets-là, puis un de ces objets-là, c'est la poussette, justement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une poussette? Puis, une question qu'on se pose toujours, c'est comment les gens faisaient avant les poussettes. Avant les poussettes. Ouais. Mais en fait, ces réflexions-là, comme, sont pas arrivées, je pense, tout de suite par le bébé, sont arrivées parce qu'on faisait des lectures sur les mouvements fondamentaux de l'humain, les mouvements qu'on a faits durant toute notre évolution. On est tombé en amour avec des recherches de d'anthropologues qui parlaient d'autres époques ou de d'autres cultures. Ce livre-là, je pense qu'on ne l'a pas mis dans la bibliothèque. Oui, il est là, je pense. Il est là, mais l'histoire du corps humain est là, mais celle-là, peut-être pas. Ah, peut-être pas. C'est la suite. En tout cas, Daniel Lieberman, qui est paléoanthropologue, a écrit 2 livres qu'on a lus, qui est l'histoire du corps humain puis Exercise. Exercise, qui est plus récent, qui est sorti l'année dernière, je pense. Oui, exactement. Puis dans ces livres-là, en fait, il explique comment notre corps a évolué, du singe jusqu'à l'Homo sapiens, en fait, et comment des mouvements de base nous faisaient bouger avant que l'exercice existe. Là. Puis ces mouvements-là, que souvent je dis qu'ils sont pas glamour, mais qui sont vraiment efficaces à nous garder en forme, c'est marcher, transporter des affaires, des choses, du bois, de l'eau, des humains. La nourriture. Creuser, lancer, courir. Des choses de même qui nous permettaient de squatter, de vivre et survivre et se nourrir et se vêtir, s'abriter. Être humain. Être humain, comme exactement. Fait que ça, c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps. On a fait 2 autres épisodes là-dessus. Ouais. Un qui s'appelle Transporter des affaires, puis l'autre qui s'appelle Vivre sans poussette et avec un bébé. Yes, puis comme d'habitude, ben, on vous présente des notes pendant l'épisode. Ils sont disponibles sur le site web aussi, donc roland.ca/studio. Puis justement, on vous a mis les 2 épisodes en question. Donc, transporter des affaires, le premier, puis vivre sans poussette. Une autre personne qui nous tient beaucoup à cœur, qui parle souvent de ces mouvements dits plus naturels. Moi, plus primal, je sais pas si ça dit. Comment on dit? C'est Cathy Bowman. Qui est partout sur notre site web. Qui est biomécanicienne. Puis justement, si jamais ça vous intéresse d'en savoir davantage, j'ai aussi mis le lien vers une de ses conférences qui est en ligne. Elle explique la différence entre l'exercice et le mouvement. Et elle sort justement une étude sur des communautés une communauté qui vit encore comme des chasseurs-cueilleurs. En Tanzanie, c'est le peuple Hadza. Et d'un point de vue comme cardiovasculaire, ils ont évalué que les activités quotidiennes de ce peuple-là équivalaient à assez assez de mouvements pour ce qu'on qualifierait d'exercice. C'est assez exigeant pour le corps pour être en bonne santé. Puis c'est normal parce qu'on a évolué en faisant ce genre de mouvement-là. chasseur-cueilleur. Fait qu'on s'est dit, à partir du moment où on a commencé à entendre ces choses-là, on a décidé de ramener du mouvement dans notre quotidien par le transport d'affaires. Officiellement, on pourrait dire transport de charge, mais affaires, je trouve ça juste. Transporter des affaires. N'importe quoi. À bras. On peut dire ça de même. C'est sûr que là, de l'eau, du bois. On ne chauffe pas au bois. Besoin. Puis l'eau sort du robinet, fait que c'est pas super. Mais là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous reste à transporter? Des sacs d'épicerie. C'est ce qui restait, je pense. Ouais, à l'époque, ouais. Je pense que c'est tout. Pas mal ça. Ce qui restait dans notre vie à transporter réellement, là, pour vivre au quotidien. Puis, je sais pas si t'as des images par rapport à ça, mais notre studio aussi. Quand on allait faire des shoots à l'extérieur, il était mobile. On avait un studio mobile, avec des caméras, des trépieds, des choses comme ça. Ça, c'est l'autre chose qu'on transporte. Notre lit est un semi-mobile, on le transporte dans l'appart. Notre mobilier semi-mobile, mais à part ça, l'épicerie, puis on s'entend à transporter des sacs d'épicerie. Moi, il y a une époque où je détestais ça, là. Je trouvais que c'était des efforts absolument inutiles. J'ai déjà eu aussi un chariot avec des petits trous, là. On en voit beaucoup, on habite près du marché dans le talon, puis ça, on en voit beaucoup. Mais là, finalement, on s'est dit, là, ça a comme changé la perspective dans notre tête. On s'est dit, si je transporte mes sacs d'épicerie, je me maintiens en bonne santé, puis c'est
pas plus. C'est plus d'efforts physiques, mais en fait, il y a un retour vraiment Exact. intéressant. Parce qu'on se pose toujours la même question aussi de dire, ben, comment on peut intégrer le mouvement à notre quotidien? Fait qu'au lieu de réserver 20-30 minutes par jour, puis dire c'est là que je bouge, puis la journée, je vais plus le confort, puis je bouge le moins possible, ben nous, on essaye d'intégrer le mouvement partout dans notre quotidien constamment. Fait que ça devient des opportunités, en fait. C'est pas quelque chose qui est pénible de transporter son épicerie, ça devient quelque chose, en fait, qui est comme, wow, ben, ça me permet de bouger plus, puis ça fait en sorte que j'ai pas besoin nécessairement d'aller isoler le mouvement, puis de le concentrer, puis d'aller dans un environnement moins naturel pour faire des mouvements répétitifs. On essaye de les intégrer. Fait des fois, c'est quand même pénible de transporter des sacs d'épicerie. Ben oui, c'est un effort quand même. Mais c'est du mouvement. Puis même quand on s'est dit, comment on peut pousser ça plus loin, parce qu'on sort tous les jours marcher, 1 à 3 fois par jour. Puis on s'est dit, mais... Le speaker vient de fermer. On s'est dit, mais si on met un sac à dos puis on met du poids dedans, ça fait encore plus de mouvement et d'efforts. Oui, puis il y a même des gens dans les gyms qui se mettent des vestes avec des poids. En fait. C'est le même principe. Mais nous, on s'est dit, on a des sacs à dos puis on a des objets. Ouais. Surtout que notre gym avait réellement fermé avec toute la folie de la dernière année. De la dernière année. Après, ça va faire 2 ans en fait. Ils ont fermé au premier confinement puis ils n'ont jamais réouvert. Là, je vois que tu as mis des photos de moi dans les notes. Je le sais. Dwayne Johnson dans le gym. C'était une image un peu humoristique pour dire la différence entre lever des charges au gym, qui est une activité typique de gym, de lever des poids, mais l'idée de lever notre valise, puis là, je pense que c'est un post d'Instagram de Dwayne Johnson qui est fait en joke, là, que c'est quoi? C'est la méga valise qu'il a besoin quand il bouge avec sa famille, quelque chose de genre. En tout cas, c'est une grosse valise. C'est une grosse valise. De dire, c'est ça, on paye pour aller au gym pour lever des choses, mais lever une valise, on trouve ça tannant, puis on aimerait avoir un valet à la maison comme à l'hôtel. Fait que là, on a décidé de mettre des gros livres. Des encyclopédies. Des encyclopédies qu'on a trouvées à la friperie dans nos sacs à dos pour rendre les marches stimulantes, en fait, parce qu'on marche beaucoup dans le quartier. Puis, c'était aussi en préparation à l'arrivée du bébé. Je me disais qu'être enceinte, c'est aussi une préparation physique à transporter du poids. Je me disais qu'initialement, en fait, même quand le bébé allait être sorti, c'est moins de poids que ce que j'allais avoir dans le ventre. Donc là, je me disais, OK, c'est cool parce que mon corps se prépare pendant 9 mois à accueillir cet humain-là que je vais tenir dans mes bras. Mais les sacs à dos avec du poids, on le faisait même, je pense que je le faisais même enceinte. Je me disais, comme ça, si j'ai des choses à transporter aussi avec le bébé, ben j'aimerais être correct. Fait que ça, c'était notre intention. On s'était dit, on va voir ce que c'est. Puis, justement, en faisant des recherches sur les mouvements humains, on a fait aussi pour s'inspirer, beaucoup de recherches d'images de portage ailleurs dans le monde. Je suis intéressée par les techniques. Puis on découvre des choses magnifiques, en fait, que les enfants, comme les personnes âgées, transportent des bébés. Tout le monde, en fait, dans les communautés sont impliqués pour le transport des bébés selon les façons de faire de leur culture, en fait. Oui. Puis on a des photos, en fait. Marc-Claude a des boards Pinterest remplis de ça. Ce genre d'image-là, moi, me fascine parce que la poussette est tellement omniprésente dans notre quotidien des fois, on se pose même pas la question comment on faisait avant. Quand j'ai vu ces images-là, ça a vraiment marqué mon imaginaire. Puis je me disais, OK, si j'ai de la difficulté à porter mon bébé, c'est pas parce que je peux assez... c'est pas parce que je peux pas dans l'absolu, c'est parce que nos corps sont peut-être plus assez forts pour le faire parce qu'on l'a pas fait depuis notre enfance. Comme ça pourrait être fait. Fait que là, on a continué les recherches pour se préparer à dire, OK, on va essayer de le faire. On a invité au podcast Janie Vachon-Robillard, qui est la fondatrice de l'Institut national du portage. Je vous invite à écouter l'épisode avec elle, c'est vraiment fascinant. À la radio. À la radio. Radio. Puis je pense que ça a donné dans la même semaine qu'elle sortait le petit manuel du portage, qui est pratico-pratique là, avec plein de techniques et de photos. Je pense que c'est un complément aux ateliers qu'ils peuvent donner en personne à l'Institut. Donc, il y a une petite introduction au début, mais c'est surtout des différents outils de portage, des préformés ou des tissus, des écharpes. Puis, il y a plein de méthodes. Je pense qu'il y en a pratiquement une quinzaine, des méthodes dont celle-ci, en fait, qu'on a découvert dans le livre. Puis, on a suivi les instructions du livre pour le faire. Puis, c'est devenu un coup de cœur. Un coup de cœur pour nous, on appelle ça le koala. Je ne sais pas comment ils l'appellent dans le livre, mais nous, on appelle ça le koala. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça, on ne sait pas.
Fait qu'on s'est vraiment comme préparé, là. J'ai fabriqué 3 écharpes dans des tissus différents, en lin, plus léger. Le bébé est né en juillet, fait que je me disais, s'il fait vraiment chaud, je veux un tissu un petit peu plus léger, un tissu plus épais, puis même un tissu de piscine. Ouais, le bleu foncé, le c'est bleu comme... foncé, c'est comme en mèche qu'ils appellent. Ouais. Je sais pas en français, en filet, Ouais. avec des trous dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, j'étais prête, on avait réfléchi à pourquoi porter un bébé. Fait qu'il y a plein de bénéfices. J'avais essayé de me préparer à comment transporter un bébé. Puis là, un jour, on s'en allait à la maison de naissance. Je sais pas si tu te rappelles, on a écouté un podcast de Cathy Bowman. Ouais. La madame qu'on aime. Elle a son podcast, elle va couvrir toutes sortes de sujets. Puis un des sujets, c'était Babies and Movement. Je me disais, je vais écouter ça. Et elle a le don, c'est ça qu'on aime d'elle, c'est qu'elle a le don de prendre quelque chose, puis déconstruire les perceptions, ou aller encore plus loin que ce qu'on penserait. Puis dans cet épisode-là, elle explique, tu sais, nous on réfléchit à la poussette, mais elle réfléchit à comment l'écharpe de portage influence aussi la biomécanique du bébé. Puis elle amenait l'idée que porter un enfant à bras sans écharpe a aussi des bienfaits vraiment importants, puis c'est nécessaire. Ouais. Puis là, j'étais comme... Là, j'ai mis le gif qui représentait exactement mon émotion du moment, là. J'étais comme... On peut-tu avoir un répit, s'il vous plaît? Mais en même temps, c'est le genre de choses qui nous stimulent beaucoup. Là, quand la barre monte, on est comme... Wow, OK, ça... C'est pas quelque chose qui nous draine, c'est quelque chose qui nous stimule. Autrement, mais qu'on est comme... OK, la cible est encore plus claire. Puis, tu sais, comme Marc-Claude disait, ben nous, on essaie toujours de comprendre la relation qu'on a avec les technologies qui peuvent notre quotidien. La poussette, c'en était une dès que l'arrivée d'un enfant, en fait. On se faisait qu'il faut... Ou en tout cas, la croyance, c'est qu'il faut une poussette. Nous, on essayait de challenger ça, mais là, elle est arrivée avec notre solution, c'était l'écharpe, le portage. Puis elle était comme, ouais, mais il y a des conséquences aussi, ou il y a des impacts, en fait. Il y a des effets. Il y a des bénéfices, mais il y a aussi des effets. Exact. Il y a tout le temps un espèce de revers de la médaille à n'importe quelle technologie, en fait. Puis, je sais pas si tu peux enlever le gif pour les gens qui sont qui voient Will Ferrell en boucle, là, mais... Puis, ben, elle a raison, en fait, elle poussait. Puis, son podcast, c'est absolument pas anti-écharpe de portage. Non. Au contraire, Cathy Bowman est vraiment nuancée, puis c'est ça qu'on aime d'elle. Elle, comme, elle sème des graines, là, tu sais, elle parle d'un sujet, puis t'es comme, ça fait du sens, tu peux pas, comme, maintenant, plus y penser. Mais c'est vrai que l'humain a existé avant. C'est lui qui a inventé les textiles. C'est une technologie. C'est une technologie, tu sais. Fait qu'à une époque, ça n'existait pas non plus. Fait que c'est vrai que ce qu'on avait, c'était nos 2 bras, tu sais. Fait que, à moins, tout nu, 2 bras. Ouais. Pendant longtemps. Faudrait demander à Martin Lemay, par exemple. Est-ce que l'Homo sapiens maîtrisait le textile? Non, pas nécessairement, parce qu'il y a des Amérindiens qui... les cuirs, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est la première chose, les peaux d'animaux. On va s'informer, là. Peut-être que je dis des niaiseries, là. À suivre. Comme d'habitude. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était notre préparation de base. C'était matériel, mental, puis lire les techniques. On n'avait pas suivi de cours d'avance avec une poupée ou un bébé. Non. Comme d'habitude, on s'est préparé, mais il y a une partie de ça aussi que on se lançait un peu dans le vide. Là. C'est ça aussi. Ouais. Puis là, finalement, on n'a pas eu vraiment le choix, en guillemets, de porter le bébé à bras. C'est ça qui est arrivé. Fait que notre expérience, ce qui s'est passé dans la vraie vie. Pouf! Il y a un bébé qui est né. De manière inattendue, 4 jours avant d'accoucher, j'ai su que le bébé était en siège. J'ai accouché par césarienne. Fait qu'il y avait la guérison de la cicatrice qui arrivait et la cerise sur le gâteau, parce que ça a l'air que les premières semaines sont des défis pour tout le monde, puis j'ai l'impression qu'on a tous un peu des défis différents des fois. J'ai fait une hyperlactation sévère et fulgurante. Qui a mené à de l'engorgement sévère, je devrais dire. Puis ça aurait pu me rendre malade. Là. Si les sages-femmes n'avaient pas été là pour m'aider, je serais peut-être retournée à l'hôpital parce que j'aurais peut-être fait une infection, puis je serais peut-être... merci aux sages-femmes. J'ai commencé à faire de la fièvre, et à vraiment pas sentir bien. Merci à nos sages-femmes qui ont passé des heures, en fait, à t'aider pour régler ça. Pour désengorger, puis m'aider avec l'allaitement parce que ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais ma sage-femme, avec un peu de surprise et
s'attendait même pas à ce que ce soit si grave. Elle a dit, j'ai vu ça peut-être 2 fois dans toute ma carrière. Il y a Moi, je beaucoup de pensais que lait. c'était normal parce que c'est mon premier bébé. Fait que Ouais. il y avait beaucoup de lait. Puis sachez que s'il y a beaucoup de lait, ça prend beaucoup de place. Ouais. Et c'est dur et ça fait très, 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 très mal. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que le mix entre le ventre et la poitrine, il y avait comme plus de place pour mettre un bébé sans Non. que quelque part fasse mal. Entre la cicatrice et les seins engorgés, il restait 1 centimètre. Fait que, dans les premiers temps, je pense que tu le plus fort. Tu sais, j'avais le bébé pour allaiter. Bon, on n'a pas beaucoup sorti, mettons, dans les 2 premières semaines. Ouais. Donc, on restait beaucoup dans l'appartement. Mais dès qu'on a commencé à plus sortir, je pense que c'est moi qui le transportais un petit peu plus dans mes bras. On est sorti à la 7e ou 10e journée. 10e journée, je pense. Je me souviens. Mais même à l'appart, c'est toi qui l'avais plus dans tes bras. Ouais. Surtout que si je me allaitais couchée, ça m'a vraiment sauvée. Mm-hmm. Mais ce qui arrivait, c'est que à cause de la cicatrisation puis de l'influence, de l'impact sur le ventre, je ne pouvais pas me relever facilement. Il fallait que je roule sur le côté, puis avec le poids de la poitrine. C'était excessivement douloureux, puis c'était vraiment long. Fait que je n'étais pas capable de me relever avec le bébé dans les bras. Mm-hmm. Ce qui m'attristait beaucoup parce que j'avais pratiqué mes squats pendant des mois. Mm-hmm. Enceinte, je travaillais en squattant avec la bédaine, puis j'étais comme, je suis prête. Puis finalement, j'étais dépendante de toi à un niveau que j'aurais pas imaginé. Tu sais, j'étais comme, je finissais d'allaiter, puis là, je pleure, puis j'étais comme, tu peux-tu prendre un bébé, je vais quand même m'enlever. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, c'est tout le temps l'espèce de comment dire, l'équilibre entre apprendre à let go, puis apprendre à carry vraiment pour quelque chose. Là. Fait que, tu sais, on visait vraiment quelque chose, mais là, la vie nous a réservé des surprises, puis on l'a pas atteint, mais en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le focus, dans mon cas, c'était juste l'allaitement. Là. Je veux dire, c'était... Anyway, c'était bien, presque pas le choix. Un bébé, ça te ramène aux besoins fondamentaux. Là. Boire, dormir, manger, dormir, faire ses besoins. Vince s'occupait de la pension à Chény. Oui, l'épisode de la semaine dernière, si ça vous intéresse, c'est l'épisode 40, je pense. Oui, épisode 40. Fait que je pense que d'emblée, c'est un sujet qui t'intéressait, mais c'était aussi par défi que moi, j'étais moins mobile. Oui, puis tu sais, je sentais que c'est quelque chose avec lequel je pouvais vraiment aider parce que, tu sais, l'allaitement, n'importe quel père va peut-être comprendre ça, mais tu sais, on se sent un peu impuissant, que ça aille bien ou pas bien, ou tu sais, comme on peut pas faire grand-chose à part encourager ou soutenir. Fait que, quand j'étais vraiment démotivée, t'étais comme, il y a de la formule, tu sais que je peux aller. J'étais comme, non, je vais continuer! Parce que, tu sais, je sentais que la formule où tirer du lait, par moment, il fallait jeter mon lait juste pour désengorger. Mm-hmm. C'est ça qui était... Il fallait que je désengorge, mais si je faisais juste trop tirer, c'est que tu dis à tes seins, mais pas encore plus. Fait que là, il fallait... C'était compliqué. Ouais, en tout cas. C'était compliqué. Tu sais, ça semblait plus simple pour lui, mettons, de prendre la formule que le bébé boive pour désengorger, parce que aussi le bébé perdait du poids, puis ça, c'est un autre méga stress de... Genre, on est vraiment suivi, là. À l'hôpital, j'ai trouvé ça tellement stressant. C'est comme, y a-tu bu? Là, y a-tu bu? J'étais comme, non, j'ai pas encore bu. Mais tout s'est bien passé. Il a bu du lait maternel et tout est bien. La poitrine de Marie-Claude va à merveille. Notre bébé est très grand, très long. Tu sais, moi, je rêvais d'une expérience full intime pour l'accouchement, là. Comme à la maison. On a même conseillé accoucher à la maison. Ouais. Puis, le nombre de personnes qui m'ont vu tout nu finalement. Ouais. Avec la césarienne, les infirmières, les sages-femmes, j'étais comme tu dis, à un moment donné, il faut juste let go. Faut let go. Puis tu sais, on avait demandé pour une expérience spirituelle, puis il faut toujours faire attention à ce qu'on demande dans la vie parce que, ça a amené beaucoup de croissance, je pense, à nous deux. Mais c'était spirituellement éprouvant. Ouais. C'est comme demander d'être plus patient, tu vas te faire envoyer des choses qui pour font pratiquer ta patience. Fait que c'est ce qu'on a eu avec tout ça, mais on est très contents de. C'est le contexte dans lequel on était dans les premières semaines avec la naissance. Fait que finalement, on transportait à bras. Il y a des moments où j'avais absolument pas envie de sortir, mais je sais des fois que, tu sais, même avec la marche là, qu'on fait tous les jours, des jours ça me tente pas, mais à chaque fois qu'on va prendre une marche, je me sens mieux. 100% des fois. C'est jamais arrivé qu'on vienne d'une marche en se sentant moins bien. On se sent toujours mieux. Ouais. Puis c'est pour ça que même on essaie de sortir même quand il pleut. Comme là, on va sortir après. On a chopé pendant le matin, mais on va y aller après. Ouais. Quand il pleut, quand il fait froid, on essaie d'y aller tout le temps parce que ça nous fait du bien. Fait avec le bébé, on s'est dit, OK, je me sentais pas prête à porter. En fait,
ça me rendait presque anxieuse même. Mhm. L'idée de... Il y a tellement de choses à apprendre quand le bébé il naît, finalement. Ouais. Parce qu'on peut se préparer, mais l'allaitement, hein, j'avais presque rien vu là-dessus parce que j'étais là, c'est naturel, c'est intuitif. Je pense que je suis peut-être pas la seule qui se fait prendre ou tu sais, qui ne s'imagine pas que oui, il y a une part d'intuition, mais il y a aussi une part que l'enfant doit apprendre mécaniquement à prendre le sein, que la mère aussi doit s'habituer à donner son bébé, puis que c'était vraiment, vraiment plus difficile que je pensais. Mhm. Fait avec la fatigue, d'apprendre tous les petits trucs du quotidien aussi, Ouais. donc comment juste nouer une écharpe, c'était sortir puis allaiter en public, ça me stressait. Comme il y a trop d'affaires qui s'accumulaient. Mais on a essayé de le faire quand même. On a tout documenté en photo. Oui, on a plein de photos. Donc, on peut vous en partager. Là, tu as séparé ça, je pense, par mois. Là, ce serait le premier mois. Oui, ça, je pense que c'est une de nos premières sorties, là, le petit bébé. Ah, il était tellement petit, petite crevette. Si vous vous demandez s'il y a froid, il est né en juillet puis il y a eu des canicules. Ah oui, il faisait chaud. Pendant quoi, 2 semaines cet été presque. Puis on avait toujours notre sac à dos avec des couvertes supplémentaires qu'on lui mettait dessus. J'avais tellement peur des fois qu'il y ait froid qu'il y a des moments où il était trempé de sueur. Ouais. Dans la bande de temps, là, tu sais, parce que, encore une fois, on s'habitue aussi à vivre avec le bébé, là, comprendre ses besoins, mais bon. On voit son petit chapeau requin aussi qui l'a suivi à plusieurs moments. Oui, son petit chapeau requin. Dans le premier mois. Oui. Fait qu'on le transportait à bras. On commençait à le transporter comme Vince se faisait un peu coller contre nous. Mm-hmm. Moi, justement, vu que j'avais un peu trop mal, je le prenais en madone. En hamac. En hamac dans mes bras. Puis... La poche de patate aussi. On voit la photo dans le coin en haut, qui était une position très populaire. Ben, comme c'était pas assez, le bébé a fait des coliques. Ouais. C'est-à-dire des pleurs inexpliqués. Mm-hmm. Que si tu regardes sur Internet, ça te dit, ça peut être n'importe quelle raison du monde. Au lieu de dire, ben, le bébé pleure, puis on ne sait pas pourquoi, il y a un nom à ça, ça s'appelle des coliques. Puis il y a une liste interminable de ben, facteurs. C'est peut-être pour ça, Il y a peut-être chaud, il y a peut-être froid, il y a peut-être... Chaud, froid, trop fatigué, pas assez fatigué, ça finit plus. Fait que là, je pense que le portage à bras nous a aussi aidés à ce moment-là parce que le bébé, il y a beaucoup de positions qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas être sur le dos. Il n'aimait pas être toujours incliné. Fait que, on ne pouvait pas le déposer à terre ou le déposer mettons, dans le siège d'auto qu'on aurait rentré à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas de siège de bébé, mais il n'aimait pas du tout l'angle à 45 ou à plat. Ouais. Fait que le fait de le porter à bras, ça nous aidait parce qu'on pouvait comme changer la position, le bercer puis changer la position en fonction de comment il réagissait. Ouais. Puis plus tard, on a réalisé que c'était des problèmes de digestion. Les coliques de microbiomes. Fait que ça s'est réglé pas mal avec des probiotiques spécialisés qu'on a trouvés. Donc, c'est les positions que justement, il mettait peut-être son système digestif dans une certaine pression ou comme dans un truc inconfortable. Puis là, on dirait qu'il n'aimait vraiment pas ça. Donc, c'est ça. Magiquement, je sais pas comment tu as découvert la position, on l'appelait poche de patate, sur l'épaule, avec les bras qui dépassent de l'autre côté. Des fois, il s'endormait presque automatiquement. Oui, on est dehors, puis il s'endormait. Puis, on a marché avec lui tellement de marches comme ça. Puis, les gens éclataient de rire quand ils voyaient ça parce que, genre, il était tout il était comme ça. Mais comme, tu sais, ça se voyait c'était un sommeil profond. Oh oui, il dormait très, très bien. Parce que les gens éclataient de rire ou les gens étaient réellement intrigués. Ils étaient comme, je pense que il y a peut-être quelques personnes qui étaient comme, mais là, est-ce qu'il va bien? Puis là, le temps que, tu sais, mettons, on se croise, puis là, après, ils voyaient le visage du bébé qui était comme complètement confortable, capote. Ouais. Je pense que ça allait réconforter. Peut-être qu'il y a encore plein de gens qui capotent, qui se sont dit, le bébé qui était en proche de battre. Sans connaissance. Le bébé évanoui. Mais bon, on le sentait, ça l'apaisait, il dormait bien. Ouais. Puis, naturellement, à maner cette position-là, on ne sait plus pourquoi, il aimait moins ça. Puis là, c'est la position à l'envers qu'il aimait beaucoup. Ouais. Comme renversé dans nos bras. Ouais. Puis aussi, on a marché comme ça, là, les photos, si tu remontes juste un petit peu, là, on en voit, là, comme Vince qui tient le petit... il est habillé en petit dinosaure, là, avec sa petite crête orange. La photo à droite, c'est moi qui l'avais. Puis justement, il dormait, là, cette fois-là, puis il avait les bras comme... Des fois, quand il dormait, il était de même. Ouais, il ouvrait ses mains comme ça. Il ouvrait ses mains. Puis... C'était assez drôle.
Puis ça l'aidait beaucoup. Ouais. Ça, c'est d'autres mamans, en fait. C'est des mamans qui sont venues des conseils de maman. Sinon, comme c'est ça, à la maison, une position qui l'aidait, Vince se mettait sur son avant-bras. Puis c'était avant qu'il commence à tout mettre dans sa bouche, mais comme ça l'apaisait d'avoir un doigt dans la bouche. On n'avait pas de suce à ce moment-là non plus. Non. Puis ça le calmait vraiment beaucoup. Fait qu'on a testé toutes sortes de positions. Puis ça l'a changé selon un peu les besoins du bébé. Je veux juste vous dire que dans la vie, l'inspiration vient partout. Je ne sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais j'ai vu une photo de Chris Hemsworth qui transporte je pense que c'est une petite fille. Je crois qu'il y a juste des filles. Qui transportait sa petite fille, puis je l'ai montré à Vince, je disais « Hey, on va essayer cette position-là ». Fait que Vince l'a répliqué. Mais j'avais même pas vu qu'il y a un chandail rayé comme le bébé. Non, c'est vraiment... On dirait qu'on a vraiment essayé de répliquer. On dirait la même personne. Là, vous dites, mais quelle photo est laquelle? C'est Chris, c'est laquelle des deux? Ben, moi, je suis à droite, puis Chris Hemsworth est à gauche. Hemsworth. Hemsworth. Fait que, ouais. Bref, notre bébé approuve la position Chris Hemsworth. On l'appelle de même. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les bienfaits du portage à bras, ça a été de nous permettre de transporter l'enfant facilement, puis de rester connecté à lui parce que moi, ça m'a fait du bien de porter le bébé, de l'avoir. En fait, c'était comme difficile, c'est un deuil de ne pas pouvoir l'avoir contre moi autant que je voulais, de pouvoir dormir collé ou quoi que ce soit. Après les 4 semaines, quand ça commençait à aller mieux, puis je pouvais coller, j'ai fait « Ah, OK, j'avais un besoin. » Oui, il y avait un craving. Mais je pense que l'expérience, parce que là, je repensais à Cathy Bowman de dire biomécaniquement, ça peut aider le bébé à se développer parce que s'il y a moins de soutien, c'est ça avec plein de technologies. Si la technologie nous soutient, comme une chaise, un dossier va nous soutenir le dos, ben le corps humain n'a plus à faire l'effort de se soutenir lui-même. Fait que tu sous-traites à l'objet le geste. On externalise nos capacités, en fait. Exactement. Puis une fois qu'on fait ça, ben, le corps arrête d'investir dans cette capacité-là. Puis tranquillement, on la perd. On la perd. Mais là, avec un bébé, on réfléchit en termes de développement. C'est comment est-ce qu'on a un développement optimal du bébé. Puis elle expliquait que, mettons, s'il n'y a pas l'écharpe, ben, ça va être les mains de la personne. Puis le bébé a besoin de bouger, fait qu'il va se déplacer facilement. Puis le fait qu'il soit en léger déséquilibre fréquemment. Non, je pensais qu'il agrippait ton micro. Ça serait c'est probable. Oui, ça se fait très bien. Le fait que le bébé ait comme des micro-déséquilibres, c'est ça qui va tranquillement lui apprendre aussi à mieux tenir sa tête. Ouais. D'ailleurs, ben, Janie l'explique dans le guide du portage que chaque porte-bébé a des avantages par rapport à d'autres. Celui-là, mettons, le bébé va pouvoir dormir collé, va avoir un certain champ de vision, mais les écharpes comme ça à anneaux qu'on peut porter de côté, ça peut justement être génial parce que l'enfant a un plus grand champ de vision. Oui, un petit peu plus. Tu peux voir ce qui se passe devant aussi. Exactement. Fait que chaque outil, finalement, chaque méthode va apporter des effets différents. Mais je dois dire, c'est ça, à part avoir réfléchi, tu sais, comme compris que globalement, la méthode influençait le développement du bébé, on n'a pas creusé plus en détail de à quelle semaine il devrait être rendu à quelle étape de développement. Non, puis on ne voulait absolument pas, en fait, parce que... Tomber là-dedans, parce qu'on ne voulait pas être stressé de se dire, est-ce que mon bébé est en retard, est-ce qu'il est en retard? Parce qu'on s'entend, il n'y a aucun bébé qui suit parfaitement la moyenne générale de tous les bébés. Là, comme les périodes de développement sont différentes pour chacun. Ça peut juste devenir stressant de dire, mon Dieu, mon bébé devrait être capable de faire ça, puis il n'est pas capable. Puis là, on s'était dit, si on investit... Oh! Allô, toi? Nous, on s'intéresse beaucoup à la genèse de la santé. On se dit, si on crée un contexte favorable, puis qu'on s'adapte en cours de route pour le bien-être de l'enfant et de nous, on a confiance que ce qui va émerger, c'est du bien-être, puis que ça va bien aller. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, ben on l'adressera en cours de route, mais on s'est dit, fait que c'est ça. Mais voilà, fait que j'avais aucune attente. Je savais même pas, en fait, à quel âge un enfant parle ou sa première dent. C'est à ce point-là que j'ai pas regardé les étapes de développement. Mais il faut dire que, tu sais, mon frère et ma soeur ont eu un bébé 6 mois avant moi, fait que je pouvais aussi... Pas ensemble, mais chacun de leur côté, parce que c'est bizarre. Ils ont chacun eu un bébé. Puis je me disais, ben, je vais apprendre aussi en observant. Finalement, il va peut-être pas se rendormir. Allô, on va voir ce qui va arriver. Ça se peut qu'on aille le bercer un peu.
Parce que, bon, c'est ça, on en parle plus tard, mais quand on est immobile, quand on bouge moins, ben, il a tendance à se réveiller. Exact. Mais là, je pense que tu l'as emmené au fait qu'il tenait sa tête. Tenait sa tête. Fait que je sais pas si c'est normal pour un enfant de 4 semaines ou pas. Mais quand c'est arrivé la première fois, qui était en. Ça, c'est on était encore à la méthode sac de patates. Vince faisait du thé dans la cuisine, fait qu'il le tenait d'une main, puis il utilisait l'autre. Puis il a levé sa tête, puis j'ai une vidéo de ça, mais je te regarde l'uploader, là. Puis il regarde dans la cuisine, puis il était comme. J'étais comme. Oh my! C'était bizarre que c'était vraiment un petit bébé qui contrôlait sa tête. Puis c'était comme. C'est ces petits moments-là qui sont le fun, je pense, de la proximité avec l'enfant en portage. C'est de voir de si près toutes ces évolutions. Ouais. Cool. Puis on pense aussi que, encore un clin d'œil à l'épisode de la semaine dernière, que la HNI a fait une différence parce que dès la naissance, en fait, on le tenait en position squat pour qu'il fasse ses pipis et ses besoins. Puis ça faisait en sorte qu'il devait. Au début, je tenais un peu sa tête avec ma main, mais rapidement, il était capable d'un peu tenir sa tête. Fait qu'on pense que ça aussi, ça a été un espèce de petit. Un mini workout quelques fois par jour. Ben, il devait tenir sa tête. Puis ça, combiné au portage, on dirait que ça a eu un impact. Puis même, tu sais, on se promenait dans la rue, puis justement, il levait sa tête comme ça, puis il regardait, puis les gens étaient comme, waouh, il tient bien sa tête pour un bébé de son âge, genre, comme de 4 semaines. Ouais. En tout cas, peut-être que c'est juste tout à fait dans la norme. On sait pas. Peut-être qu'on sait que c'est pas rien. Ouais. On pense que notre enfant. On pense pas être biaisé quand on dit que notre enfant est vraiment spécial. On gagne souvent. C'est une joke qu'on fait depuis. Une amie est venue nous porter un cadeau à l'appartement, puis elle a un petit gars de 2 ans, puis elle m'expliquait comment comment il se développait. Il est grand, puis sa soeur est prof de maternelle, je pense, puis elle avait gardé l'enfant, puis elle avait vu qu'il était comme avancé pour son âge. T'sais. Fait que mon amie, elle me disait, tu sais, je suis peut-être biaisée. Là. Puis là, on est toutes parties à rire. Elle a dit ça, elle a dit, je pense pas être biaisée. Je pense pas être biaisée quand je dis que mon enfant est spécial. On est toutes vraiment, on a éclaté de rire, c'était comme, on n'est pas biaisés. Non, il n'y a personne qui est biaisé ici. Fait qu'on n'arrête pas de dire ça, moi, puis Vin, genre, je pense pas être biaisée. Tu sais, je pense moi. Il est vraiment spécial. Il est vraiment spécial. Mais bon. Fait que ça a été, ben comme Vince dit, en fait, le bébé. Allô! Je pense même pas que c'est juste le fait qu'il se tenait sa tête qui faisait que les gens remarquaient. C'était juste le fait d'être en portage. Ouais. Ben même à bras, là, c'est assez inusité. Puis il est en portage comme ça, versus, je pense, la poussette. Vu que l'enfant, il est comme à découvert, puis plus proche de la hauteur des adultes. Ouais. Je sais pas pour vous, mais nous, on a été vraiment surpris du nombre de personnes qui s'arrêtaient pour dire « Oh, le bébé! Ouais. » Je pense que les gens aiment les bébés en général. Là. Évidemment. Ben mais, tu sais, genre, il n'y a rien à détester d'un bébé, mais tu sais, je m'attendais pas nécessairement à ce que les personnes s'arrêtent pour dire « Oh, il est cute! Oh, il a quel âge? Oh, j'ai un petit enfant. » Moi aussi, j'ai un petit enfant. Je suis nouvellement grand-mère. Oui, ça amenait des discussions qu'on avait avec des gens qu'on connaissait pas du tout, mais qui étaient dans le quartier. Puis on s'est rendu compte à un certain point que c'est parce que justement, ma querelle était à la hauteur à peu près des gens, on pouvait les regarder dans les yeux, puis même quand on marchait, ben, on pouvait les suivre des yeux, ou comme, puis ça invitait... quand ils dormaient, on dirait que ça intrigue les gens. Peut-être plus que dans une poussette, en fait, où l'enfant peut des fois être un peu caché au fond. Fait qu'un inconnu ne va pas nécessairement aller se mettre la tête dans la poussette pour le voir. Mais nous, tu sais, comme en ce moment, ben, si j'étais un inconnu, je trouverais ça irrésistible, ce petit bébé-là. Mais, fait que ça, moi, c'est quelque chose qui a été, auquel je ne m'attendais pas, en fait. Comment la méthode même de transport de l'enfant pouvait amener à envoyer tellement d'interactions sociales puis d'amour, en fait. J'ai trouvé ça tellement mignon. Puis, ben, peut-être que c'est la même chose avec les poussettes, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil parce que, comme tu dis, vu que l'enfant il est caché, ça peut être un peu intrusif. Tu sais, si l'enfant dort, de rentrer un peu dans la bulle. En tout cas, mais je sais pas. Si vous voulez me partager vos expériences, je serais curieuse. Peut-être que de manière générale, le bébé, ça attire. C'est un amour et de regard. Hein, Coco? Fait que ça a été une découverte. Fait que le portage, pour moi, c'était social. C'était comme plus social. Puis après ça, fait qu'après la phase de portage à bras, je sais pas pourquoi pour toi, mais j'ai pas trouvé ça si forçant physiquement. C'est outre le fait qu'il y avait les inconvénients physiques puis que ça pouvait faire mal à cause d'autres raisons, mais
j'ai trouvé qu'un bébé, c'était moins lourd que je m'attendais. Non, ben tu sais, on s'entend, il est né à 8 livres, si je me souviens bien. Fait que c'était pas le poids le plus imposant. Puis on pouvait changer la position facilement parce qu'on le tenait à bras, chose qui est plus difficile à faire avec on se le les écharpes. passait aussi facilement. Puis on se le passait, ouais. Vu qu'il était à bras, c'est vrai, ça, c'est Ouais, un autre des avantages. En écharpe, on est plus paresseux. Fait que si en cours de route, il se réveille, il se réveille de moins en moins. Mais avant, on venait à la maison, où on prenait une pause d'allaitement et tout. Puis là, on échangeait. Mais porter à bras, c'est le fun parce qu'on peut... Oui, on peut se le donner. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, à partir du mois 2 et 3, ben, c'était plus calme à la maison. Fait que j'ai comme vaincu mes craintes, mon anxiété par rapport à apprendre des nouvelles choses. Oui, tu te sentais mieux, la guérison a fait son effet. Puis, à un certain point, ben, on était intimidés par le portage. Je vois n'importe quel nouveau parent qui n'en a jamais fait, ça peut être intimidant un peu. Et surtout, c'est comme ça en ce moment, c'est une écharpe tissée, c'est vraiment long, c'est juste un long bout de tissu. T'sais. Fait que c'est intimidant de dire il faut que j'apprenne la technique, est-ce que mon bébé va être confortable? C'est vrai, une de mes peurs, moi, de passer à l'écharpe, c'est que mon enfant me rejette. Ouais. J'ai écrit ça à ma soeur, j'ai dit, j'ai peur que mon bébé me friend zone, qu'il fasse comme non! Non! J'ai ça! Fait qu'on avait beaucoup de peur, je pense. Pas de peur, mais tu sais, on anticipait. On savait pas trop quoi anticiper. Qui s'accumulent et qui font comme ouais. Fait qu'on remettait un peu ça à plus tard, mais arrivé à 2 mois, on dirait que tous les morceaux étaient en place pour qu'on commence à essayer, en fait. Ouais. Puis ça a commencé par l'écharpe à anneaux, qui est ici. Oui, je pense qu'il faisait vraiment chaud. Fait que j'avais pris celle de version sport. Parce qu'on est des sportifs aussi, on se le cache pas. Des grands athlètes. Là. Donc ça. On a pris une marche en banlieue à Laval. Ouais. Grosse activité. Avec ça. On a une photo, je pense. Mais je pense qu'un des trucs qui m'a... Ah non, je le portais même pas de même. Au début, j'avais un chandail peau à peau. Ouais, je pouvais glisser le bébé. Puis je le portais pour allaiter, mais je n'avais même pas porté le bébé. J'ai juste porté plus tard. Mais moi, je le recommande chaleureusement. Là, le chandail peau à peau pour la maison, moi, j'ai adoré. Tu le mets encore une fois de temps en temps? Oui. Quoi que ça en vient grand. Ses pieds dépassent pas mal. Puis, une fois que l'écharpe à anneaux était moins intimidante, ben c'est là qu'on s'est plus lancé avec le rebozo qu'on l'appelle, mais l'écharpe tissée. L'écharpe longue. Puis là, on le faisait tout à deux. Là. Moi et Vince, vu qu'on travaille à la maison, il est tout le temps avec moi. Fait que on le fait des fois individuel, là, mais souvent, on s'entraide. Puis, fait qu'on a essayé une première technique. Puis j'étais comme, OK, c'est pas si pire, mais quand le bébé avait, comme, mettons, il avait encore mal un peu au ventre, qu'il pleurait, je trouvais ça moins facile. Mais là, à un moment donné, on a trouvé la technique avec laquelle on tombe en amour, qui est celle-ci. Puis même toi, Vince, j'ai la photo en haut à droite. C'est la première fois, je pense, que tu l'as porté. Ah oui? C'était chez tes parents. Oui. Puis après ça, ben, c'est une série de photos de cette position-là. Dans tous les contextes. Là, quand il dort, comme Vince dit, s'il est réveillé, il n'aime pas vraiment être immobile. Mais s'il dort, on peut faire des activités à la maison assez vigoureuses. Dans le sens, on peut se pencher, se relever, puis ça va pas nécessairement réveiller. Fait que, tu sais, j'étais capable des fois de souper avec tout ça. Oui, manger à souper. Là, on a fait une tournée de l'appartement aussi, sur le design actif. Puis là, on me voit avec la caméra, le setup pour filmer, puis le bébé sur le chest. Marc-Claude dit qu'il prenait des notes au tableau sur les poutres avec le bébé, des marches dehors. On fait de la cuisine avec. Tout. Travailler, Puis je pense qu'on s'en parlait tantôt. Une chose qui nous a surprise, c'est ça. Finalement, je le trouve, c'est sûr, être debout sur place avec l'enfant, je trouve qu'à la longue, c'est forçant pour le dos. Bon, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause. On va aller faire un petit pipi, on revient bientôt. Donc, non, plus tard. J'ai trouvé que porter le bébé, c'était moins épuisant physiquement que j'aurais pensé. Même à bras, j'aurais pensé qu'après une coupe de coin de rue, j'aurais eu mal aux épaules, ça aurait été contraignant. Quand on est à un endroit fixe, je le ressens plus physiquement. Quand on est en mouvement, encore une fois, on dirait que la vie fait bien les choses. On dirait que l'humain est fait pour bouger. Puis moi, je remarque aussi, sur une surface dure, je le sens plus aussi. Oui, absolument. Ce qui est différent, par exemple, c'est de ce que je m'attendais, c'est comme le volume un peu.
c'est plus contraignant, je trouve, que ce que je pensais. Une fois qu'il est endormi, encore une fois, on peut faire des mouvements quand même vigoureux des fois, puis il ne va pas se réveiller, ce qui me surprend encore. Mais le volume que ça prend ou comment ça bloque la vue quand il y a certaines tâches à faire, je pensais que ça allait être plus facile. Ouais. C'est pas comme ne rien avoir. C'est pas comme ne rien avoir. Mais là, ce qu'on s'apprête à plus essayer dans les prochaines semaines, ça va être du portage de dos aussi. Ça risque d'être un petit peu moins contraignant à suivre. Et somme toute, c'est ça. Ce que j'ai le plus aimé, je sais pas si on l'a dit, je suis un peu mêlée parce qu'on a coupé pendant 1 heure, mais au montage, ça paraît pas, mais nous, ça fait comme 1 heure et demie qu'on n'est plus dedans. T'avais-tu monté ces photos-là? Non. Non, OK. Ce que j'ai aimé en contrepartie, ce que je m'attendais pas, c'est comme l'apaisement qu'on ressent d'avoir son bébé collé sur soi. La douceur de ces moments-là, c'est assez magnifique. Le sentir s'alourdir là, quand il s'endort, puis les bras mous qui tombent, sentir sa respiration. On fait beaucoup de peau à peau aussi. C'est des photos qu'on n'a pas vraiment mis parce que, des fois, on n'en a juste pas parce qu'on était vraiment... On en a parlé dans le dernier épisode, mais on était comme tout nus pendant 1 mois. Dans l'appartement, on faisait comme du peau à peau, il faisait chaud, c'était l'été. Mais c'est ça, cette proximité-là fait vraiment du bien. Puis graduellement, là, de jour en jour, voir ses mouvements commencer à se diversifier, ses capacités grandir. Tu sais, c'est fou, là, mais juste le fait qu'il dépose sa main quelque part puis que ça a l'air délibéré, puis pas juste que... chaotique. Ou quand il accroche quelque chose, on le remarque assez rapidement. J'ai des photos de ça parce que je trouve ça trop cute, sa petite main. Justement, je peux passer la balayeuse avec le bébé d'un bras. Oui, celle-là en dessous, là, juste en bas. Fait qu'on voit, des fois, ça commence, la photo à droite, là, juste sa petite main qui se dépose là. Puis après, quand je passais la balayeuse avec lui, il était super relax, mais justement, il commence plus à se tourner le tronc, à s'agripper. Puis la photo de droite en bas, là, j'étais avec ma voisine qui m'a donné comme des fleurs, là, du feuillage pour un bouquet. Ça, la position de petit singe, là, comme ça, je trouve ça absolument craquant. Là. Ça, c'est le fun. Puis, c'est sûr qu'il agrippe les cheveux, là, ça commence à être vraiment intense, mais on s'est dit qu'au pire, tu me ferais des tresses, puis ça serait moins pire. Il y a toujours des solutions. Fait quoi? Sinon, le reste, il y a des notes, des choses qu'on a déjà effleurées, mais c'est ça, comment on est fasciné par le besoin inné de mouvement de l'enfant. Puis parce qu'on faisait la chenille puis qu'on essayait d'être vraiment comme à l'écoute des moindres signaux d'envie de pipi ou caca, on a aussi, comme beaucoup perçu d'autres signaux que je ne m'attendais pas en cours de route. On commence à percevoir vraiment quand il est couché, mettons, à terre puis qu'on fait d'autres tâches à côté de lui, le signal « j'ai envie que tu me prennes dans tes bras ». On commence à le percevoir il a l'air fatigué, puis il a l'air comme il est pas capable, il n'aime pas rester en place. Puis on le met dans nos bras, puis il va s'apaiser, puis il va se calmer. Puis des fois, il ne va pas nécessairement s'endormir, mais il va comme juste s'apaiser énormément, puis regarder autour. Puis on peut faire d'autres choses, puis il regarde beaucoup. Puis... Oui, fait que cette idée-là que l'enfant, c'est ça. Quand il a besoin de bouger, il nous le signale, parce que si on est en place, il va se mettre à chigner, à bouger, puis on va se remettre on va se mettre à se déplacer, puis il va être correct. Mais quand il n'est pas dans nos bras, maintenant, je comprends mieux quand il me dit « j'ai envie d'être dans tes bras, maman ». Puis ça aussi, c'est vraiment, vraiment précieux. Un autre truc qui nous a fascinés, c'est comment la nature, être dehors, ça l'apaise encore plus. Ça, c'est vraiment impressionnant. Puis là, Marc-Claude a mis une photo c'est moi sur le balcon en avant, mais c'est fréquent. Puis là, on va pouvoir, je ne sais pas à quel point on va pouvoir continuer à faire ça durant l'hiver, mais pendant tout l'été jusqu'à temps dans l'automne, aussitôt qu'on voulait l'endormir ou l'apaiser vraiment beaucoup, on allait sur le balcon en avant ou en arrière. Puis tout de suite, là, son énergie changeait assez drastiquement. Puis il se calmait, puis souvent il s'endormait à ce moment-là. Parce qu'on l'a remarqué que quand on prend les marches, ça arrive presque jamais qu'il ne s'endorme pas. Fait qu'il s'endort presque tout le temps quand on prend des marches. Là. Des fois, c'est dès le début, des fois, c'est après comme 15-20 minutes, puis là, il finit par s'apaiser. Mais ouais, ça, c'est impressionnant. Quand on met le pied sur le balcon, puis que tout de suite, il se met à regarder des choses. Puis ça, pour moi, ça a été
parmi les plus grands apprentissages du portage. Mm-hmm. Ça m'a amené à beaucoup, beaucoup réfléchir à quel type d'environnement sensoriel on offre aux enfants. Mm-hmm. C'est un sujet qu'on obsède depuis une couple d'années. Là. Déjà, c'est le design actif à la maison. Mais actif, encore une fois, le mot a l'air trop activité physique. Là. C'est plus comment le mouvement peut être favorisé par nos environnements. Ouais. Comment créer un habitat stimulant, en fait. Exactement. Mais là, ça m'a amené à être encore plus sensible parce que c'est Julie Filiatro. J'ai suivi une formation avec elle, un atelier avec elle la semaine passée. Elle a donné une conférence. On l'a reçu au podcast. Elle parlait d'éducation en nature, mais aussi super intéressée par l'influence aussi de l'habitat. Puis l'influence sur les mouvements. Elle s'intéresse à ce qu'elle appelle le mouvement sauvage. Fait comment les enfants peuvent être amenés à bouger librement à l'extérieur. Puis elle a la même vision que nous, mais elle a bien nommé. Elle dit que les maisons, puis tous les autres lieux comme recouverts constamment, c'est je pense qu'elle a des boîtes d'isolement sensoriel. Ouais. C'est vraiment ça. Puis parce qu'on vit toujours à l'intérieur, on oublie que les murs qui nous entourent, c'est pas normal d'avoir un toit sur la tête, autant d'heures par jour que ce qu'on vit. Avant, notre toit, c'était le ciel. Tu sais, c'est presque poétique, là, mais le ciel, c'était ce qui était au-dessus de nous. Puis là, on le voit combien de fois dans une semaine, je veux dire. À part ces couchers de soleil particuliers, il n'y a plus d'air dans les maisons. Il faut ramener de la ventilation pour reproduire l'effet du vent. Nous, on a des lampes qui imitent le lever du soleil. Maintenant, c'est sûr, c'est parce que c'est l'hiver aussi. Fait que il fait juste noir le matin, mais aussi parce qu'on perd une partie d'illumination naturelle. C'est une des choses qui va être mise en évidence à l'arrivée d'un bébé, qui, lui, fait que réagir, en fait, à l'environnement et à l'habitat. On le remarque que quand on est justement immobile, qu'il n'y a pas de son, il va se réveiller presque instantanément. Puis c'est drôle de dire que pour qu'un enfant se sente en sécurité, confortable, qu'il s'assoupisse, il faut qu'il y ait de la stimulation et de la vie autour de lui. Puis tu sais, dès qu'on le sort dehors, ben oui, c'est dehors, on va appeler ça juste dehors, mais il sent une brise sur lui. On bouge un petit peu plus parce qu'on marche, puis on se balance un peu, il y a des sons, il ouvre les yeux, il voit les arbres bouger, il y a tellement de choses, puis c'est drôle de penser que c'est à ce moment-là, lui, qui décide de s'endormir. On dirait que c'est quand il sent qu'il est comme, qu'il est collé sur nous, qu'il doit se sentir en sécurité, mais qu'il y a aussi de la vie autour de lui, puis là, il s'apaise, puis il s'endort. C'est là que j'ai réalisé, tu sais, on réfléchissait à vivre sans poussette, parce que je me disais, le poussette, c'était l'aspect aussi pour se déplacer, de dire, je peux faire du transport actif, je n'ai pas besoin de la poussette. Mais j'ai réalisé, en fait, qu'il y a tellement d'éléments de bébé sur la liste typique du shower pour bébé, en fait, qui servent juste à reproduire les bras d'un parent en mouvement, en nature. Ça inclut les chaises, tu sais, les chaises qui vibrent, qui vont avoir des jouets qui pendent. Des trucs qui bougent. Des trucs qui bougent, comme plus vers le haut. Les poussettes qui créent aussi un mouvement et un bercement qui est bénéfique parce que les gens vont dire « Ah, mon enfant se dort super bien dans une poussette. » Ça tremble un peu, ça... Mais c'est pas parce qu'on a évolué avec une poussette puis que ça rappelle au bébé une expérience profondément humaine. C'est parce que ça limite moindrement un certain balancement, j'ai l'impression, puis une certaine vibration. Une sensation de mouvement, ultimement. Les chaises berçantes, les voyages de voiture aussi, le nombre de sites quand on cherchait de l'information sur les coliques, que beaucoup de parents parlaient de bercer le bébé, faire un tour de voiture. Mais tu sais, c'est ça. Fait c'est là que j'ai réalisé, dans le summum des trucs de bébé que j'avais trouvé pour aider les coliques, c'était un lit qui s'appelle le Snoo. J'ai pas checké le prix, mais je pense qu'il vaut au moins au-dessus de 1000 $. Puis, c'est un lit dans lequel tu enveloppes le bébé. Le swaddle. Je ne sais pas en français, je m'en rappelle plus c'est quoi. Tu l'enveloppes. C'est carrément fixé au lit, là, fait que le bébé ne peut même pas comme bouger de nulle part. Le lit vibre de différentes façons. Il fait du white noise, là, du bruit comme ambiant. Je pense qu'il y a de la pluie qui tombe ou un bruit de womb. Fait que ça doit être comme si c'était dans le ventre de la mère, là, des sons, j'imagine, d'une certaine... Il vibre, il fait du bruit, puis je pense que l'extérieur, c'est
petits filets, fait que il y a une circulation d'air. Mhm. Fait que c'est ça que je me rends compte que les innovations de pointe, c'est toutes celles qui essaient de juste reproduire la nature Ouais. d'une manière assez humble, on va le dire, parce qu'on Mhm. s'émerveille de la machine que c'est, puis tout ce que ça fait, mais je pense que maintenant, on réalise que la nature, ça reste la source la plus nourrissante Ouais, puis je veux dire, dans plein de contextes. ça revient à le porter justement. On pourrait acheter une bassinette qui est chauffante, qui l'enveloppe, qui fait un petit peu de bruit, mais tu sais, en ce moment, Tout il ça est est tout ça, comblé. là, Tout comme ça est comblé, oui. il entend mon cœur en ce moment parce qu'il est à Ouais. côté de l'oreille sur mon cœur. Il sent ma chaleur, il est enveloppé, il se fait brasser un petit peu, il entend ma voix. Je veux dire, tout ça contribue. Puis oui, Ouais. on pourrait le mettre dans une autre pièce, dans un truc qui fait tout ça ou qui simule tout ça de façon Ouais. plus artificielle, Ouais. mais ça ne sera jamais équivalent Mm. à porter, en fait. Non. Puis c'est ça qui est étrange aussi, le double message qui est envoyé comme socialement en ce moment. Là, on est comme peut-être dans une phase de transition. Je pense que de plus en plus de personnes veulent un appel d'un retour à la nature et à des pratiques. Je pense qu'ils tombent tous dans ce qui est appelé la parentalité proximale. Fait qu'il y a ça, cette tendance-là en ce moment. Mhm. Mais en même temps, c'est ça. En même temps, tu reçois le message. En ce moment, on s'est fait dire dans différents contextes, dépose ton bébé, il faut qu'il apprenne à se gérer tout seul. Mhm. Fait que, socialement, je pense qu'on a ce message-là aussi, comme bizarrement que les bébés de 3 mois devraient être autonomes, alors que c'est des êtres excessifs, sont juste absolument dépendants de quelqu'un qui en prend soin. Mhm. Mais de l'autre côté, la technologie essaie juste de répliquer le mouvement la présence d'un humain. Ouais. Fait que, est-ce qu'on l'enseigne à être indépendant, de le Ouais. mettre dans une chaise qui reproduit à peine ce qu'un humain peut faire? Mais Faut qu'il apprenne à être indépendant. Puis, à mes yeux, c'est une croyance qu'un enfant de 3 mois, un bébé c'est pas... doit être indépendant, c'est une croyance. Mais c'est ça, on dit qu'il doit être indépendant, mais on se rend compte que si on veut qu'il soit capable de se gérer, il faut lui donner toutes les stimulations. qu'il y aurait en portage. Mais de moindre qualité. Finalement. Ceci étant dit, la méga nuance, c'est que ces items-là, c'est ça. Je pense que c'est là-dessus, je vais faire comme la conclusion, puis je veux vraiment le mentionner. On a parlé des bénéfices puis des comme biomécaniques sensorielles du portage, de l'importance de la nature, mais le dernier morceau qui manque, c'est la dimension humaine, des gens qui nous entourent, puis comment le plus gros défi, c'est ça, c'était pas tant l'acte de porter l'enfant, c'est l'acte de porter l'enfant tout le temps. Puis ça a été une méga réalisation pour nous, puis je pense qu'on va en parler tellement souvent maintenant, là, qu'élever un enfant à 2 personnes, même à une, je peux pas imaginer, mais même à 2 personnes, c'est vraiment épuisant. C'est inhumain. C'est pas humain. On a évolué en tribu. On l'oublie comme de nos jours, là, que, on voit nos familles. On voit nos familles pour célébrer à plein d'événements, mais c'est pas la même chose se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer des moments ou passer un moment de divertissement et vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas la même chose que de se retrouver à Noël. Non. Puis le vivre ensemble, c'est la grand-mère ou comme, tu sais, juste le fait quand on va dans nos familles puis que nos frères, nos sœurs, nos parents disent « Ah, je vais prendre un bébé pendant que tu finis ton assiette. » Ou « Ah, tu sais, je vais prendre un bébé pendant que tu vas faire une sieste. » Ouais, ça l'aide. Hein? Ça l'aide parce que j'adore le portage, mais porter l'enfant constamment, c'est vrai que c'est épuisant. Ouais. Puis c'est là que j'ai réalisé que les chaises berçantes, les tours de voiture, pour moi, c'est que ça remplace les autres membres de notre tribu. Ouais. Qu'on aurait eu, qui auraient pu prendre le relais quand on est fatigué ou quand on a d'autres choses à faire ou qu'on se partage des tâches, en fait. Parce que l'idée que, justement, une famille, c'est 2 adultes avec des enfants, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Là. Avant, un foyer accueillait plusieurs adultes. Plusieurs générations. Des cousins et des enfants. Donc, cette espèce de maison-là qui existait avant, puis cette famille-là pouvait se relayer pour prendre soin d'un bébé. Puis, tu sais, si la mère porte le bébé, ben c'est pas nécessairement la mère qui va faire le souper. Ou comme, tu sais, on dirait que
Il manque une espèce de communauté. Ben oui, il manque une communauté. Puis, même dans les photos qu'on regardait plus anthropologiques, on voit que souvent, c'est des personnes âgées qui vont porter des enfants, ou ça arrive en fait, qu'il y a des personnes âgées qui portent des enfants. Les enfants portent d'autres enfants. Il y a le... Puis tu sais, ça change complètement la game si la famille, la communauté est capable de supporter comme ça, parce que si c'est, puis comme Marc-Claude l'a dit, si c'est une personne, un parent qui élève un bébé seul... Puis qui doit assumer toutes les tâches que la tribu assumait avant, c'est-à-dire comme préparer la nourriture, tu sais, comme s'assurer que le logis est sécuritaire, confortable. C'est vraiment beaucoup. Puis même dans un autre anthropologue que j'ai commencé à suivre, David Lancy, Raising Children, dans son livre, il explique aussi comment les enfants s'occupaient des autres enfants. Là. Les corps entre les naissances dans les tribus de chasseurs-cueilleurs il y a un plus grand écart que ce qu'on a vu, mettons, avec l'arrivée de l'agriculture, vu qu'il y avait plus de nourriture. On pouvait nourrir plus de bouches facilement, fait que les familles étaient plus nombreuses. De ce que je comprends, les chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas 17 enfants. Là. Ils espaçaient les naissances, je pense, entre 3 et 4 ans, et non pas de 1 à 2. En tout cas, bref, fait que ça faisait que les enfants étaient un peu plus vieux, pouvaient prendre soin des plus jeunes. Fait que c'est ça que j'ai réalisé que ces objets-là sont... Même si nous, on se dit que c'est moins optimal que d'avoir un parent qui tient l'enfant, ça reste optimal dans le contexte actuel qu'il nous manque cette proximité-là avec d'autres personnes qui peuvent prendre le relais pour nous. Ouais. C'est des technologies qui viennent boucher un trou, mais la question qu'il faut se poser, c'est comme est-ce qu'on peut adresser ce manque-là d'une meilleure façon que par une technologie? C'est-à-dire de façon... comme c'était avant, puis là, c'est de retourner dans le multigénérationnel peut-être, ou, tu sais, d'agrandir un peu ce qu'on inclut dans une famille qui habite ensemble. Pas nécessairement juste un ou deux adultes avec des enfants, mais comme des adultes qui s'entraident. Absolument, puis c'est là qu'on tombe dans un autre range de solutions, là, tu sais, comme entre commander une chaise pour s'apaiser l'espace d'un instant puis que l'enfant reste comme quand même en mode cocooning, ça prend un certain niveau d'investissement, mais comme l'idée de reconcevoir sa vie ou son quotidien pour vivre dans une maison multigénérationnelle, c'est comme un autre type de projet. C'est une plus grande envergure, mais je pense que maintenant, ça a semé la graine dans notre esprit que la solution, c'était d'autres humains, non pas plus de technologie. C'était pas plus de technologie, mais c'était plus d'humain, en fait. Plus d'humanité au quotidien. Puis qu'entre-temps, les technologies vont venir aider des besoins spécifiques. Une des influenceuses que je suis, puis c'est comme c'est une mannequin, mais elle a beaucoup parlé de sa grossesse, puis c'est elle qui me fait réaliser que l'accouchement à la maison, ça peut être super intéressant. Elle expliquait justement que son petit gars aussi a eu des coliques. Puis dans un petit vidéo, elle parle du snoo, puis comment ça les a sauvés parce qu'ils faisaient du cododo. Puis l'enfant comme hurlait, puis les parents n'étaient pas capables de dormir. Fait que pour avoir un répit. Puis justement, je pense que ses parents ne pouvaient pas venir parce qu'elle habite aux États-Unis, puis sont en Angleterre. Puis à cause de toute l'histoire comme du confinement, elle ne pouvait pas venir. Fait qu'elle aussi, elle vivait cette réalité-là de genre, j'ai tellement besoin de mes parents en ce moment. Puis pour avoir un répit, ils ont acheté le snoo qui apaisait le bébé, qui leur a permis de dormir plus d'heures par nuit. Puis là, après, ils sont retournés au cododo. Fait que je pense que ces solutions-là, ils ont émergé, puis c'est pas pour rien, en fait. Là, c'est que ça apporte des bienfaits. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut... en faisant mes recherches de chaises qui vibrent, on en trouve de tous les modèles, là, dont celle-là qui a l'air le petit bébé a l'air d'aller dans une soucoupe spatiale. Là. La question, c'est est-ce que l'humanité, son avènement va aller vers du mobilier de plus en plus intelligent? Est-ce que c'est ça qui est merveilleux? Ou est-ce que c'est plus un retour à des pratiques en accordance avec notre évolution? Puis même si finalement, ça veut dire que nous, il faut faire un effort physique délibéré au départ ou un effort de conception de style de vie. Je pense que c'est pas facile, mais notre nouveau mantra, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Oui, le jeu en vaut la chandelle. Puis pour pousser les réflexions encore plus loin, en fait, puis on va finir là-dessus parce que lui, il se réveille.
un truc que on veut vraiment se mettre le design actif, mais le design à la hauteur des enfants est un autre sujet qui nous intéresse. Si on se met à la place du bébé, dans ces différents modes de transport-là, c'est quoi l'expérience sensorielle? Parce que c'est sûr que le portage et la poussette, à niveau de base, ont une fonction similaire de transport, par exemple. Déplacer l'enfant. Déplacer l'enfant. Mais le portage, vu que c'est intimement lié au développement, au co-développement des parents et de l'enfant, ça apporte aussi d'autres bienfaits comme le développement du langage, la compréhension spatiale, qui n'aura pas nécessairement que la poussette. Mais ce que je suis curieuse, c'est de le voir, de l'illustrer avec des images. Fait qu'un projet que je nous ai lancé, puis qu'on veut réaliser dans la prochaine année, c'est de se dire qu'on va vraiment se mettre à la place du bébé. Puis je pense qu'on en a parlé dans le passé, mais là, on va le faire, là, c'est mettre une GoPro. Peut-être qu'on va utiliser une poupée, mais sur sa tête, puis tester les différents modes de transport ou de repos, là, par exemple les chaises qui viennent, puis de voir qu'est-ce que l'enfant voit, puis c'est quoi son environnement, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il perçoit dans chaque contexte. Pour essayer de comprendre aussi comment, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait vivre à cet enfant-là. C'est mettre les pieds un peu dans les petites pantoufles d'un bébé. Pour voir ce qu'il voit, puis c'est ça. Puis, parce que c'est ça, moi, je commence à réaliser en m'intéressant au design de nos environnements que des fois, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, pourquoi certains systèmes sont systématiquement dans nos maisons. Mais on ne réalise pas non plus que la vie normale, standard dans notre société, c'est bâti pour des adultes. Puis quand les enfants arrivent, on essaie d'amener l'enfant à la hauteur des adultes. Mais si on regarde sous leurs yeux, on ne voit pas la même chose. Puis je vous laisse sur cette image humoristique-là qu'on a déjà partagée par le passé, mais elle aussi, je vais la repartager souvent parce qu'elle me fait vraiment, vraiment rire. Il n'y a pas grand-chose à traduire, mais je vais le faire en français. Fait que la mère dit « Ah, j'adore », puis l'autre personne dit « Ah, moi aussi », parce qu'il regarde l'enfant avec le petit mobile de jeu, qui est vraiment cute. Mais l'enfant, lui, de son point de vue, ce qu'il voit, c'est des derrières. Des trous de tête d'animaux qui flottent au-dessus de sa face. On peut dire c'est comme ça. Fait que si on se met à regarder le quotidien des yeux des enfants, qu'est-ce qu'on leur offre comme environnement? Est-ce que c'est multisensoriel? Est-ce que c'est riche? Est-ce que c'est nourrissant? À suivre. On va l'acheter une GoPro. Puis on s'en reparle. Bye. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine.